Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 61, l'authenticité et de Freud, Sigmund Sigismund Freud. Freud est né en 1856 dans l'empire austro-hongrois d'avant la Première Guerre mondiale, est mort à Londres en 1939 puisqu'il a été obligé de fuir en Angleterre après l'Anschluss, l'annexion en 1937 de l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Voilà. Alors, pour parler de cette énergie 61 authenticité, je commence par vous montrer le dessin des 6 traits. Il faut que je parte de l'énergétique parce qu'il y a de très nombreux pièges quand on parle de cette énergie-là. Je vais y venir. Alors, est-ce qu'on voit bien? Je crois qu'on voit bien. Énergie 61, authenticité. En bas, on a la brume, donc la joie, le lac, et en haut, on a le vent. Ce qui est intéressant de comprendre dans cette... Oh, mais il y a du contre-jour partout. Okay. Ce qui est intéressant de comprendre, là, de bien voir, c'est qu'on a 2 yang en bas, 2 yang en haut, et qu'au milieu, on a 2 yin, et que cette figure est géométrique, qu'elle correspond à un équilibre. Voilà, je vais développer ça, vous avez le visuel. Alors, en bas, on a donc le trigramme, l'élément de la brume, le lac, avec la joie et la légèreté. Et en haut, on a le trigramme du vent, avec son intériorisation, son enracinement et sa perspicacité, et son acceptation. Le dessin des 6 traits se caractérise donc par les 2 yang d'en bas, les 2 yang d'en haut, avec au milieu 2 yin au milieu. On perçoit donc tout juste que cette figure est géométrique, elle est bien équilibrée, avec un vide au milieu qui sert à cet équilibre de la figure. Pour traduire cette énergie 61, authenticité pour moi, Javer et Ifor, eux, dans la traduction rouge, proposent juste confiance. Et Richard Willem, dans sa traduction jaune, parle de vérité intérieure. Tout ça, c'est juste. Moi, je parle d'authenticité parce que je considère que le mot authentique résume tout à la fois tout ça et que son sens est plus net, plus clair et plus vaste en même temps, et plus précis pour la langue française. Donc, il y a quelques années, j'ai identifié que cette énergie 61 de la vérité intérieure correspondait aussi et surtout à l'énergie de l'incarnation de Moïse. Et donc, par conséquence, que cette énergie 61 de la juste confiance est l'énergie de référence et de représentative de l'ensemble du judaïsme. Ok? Alors, pour ne pas faire de différence, c'est pareil pour Jésus et le christianisme avec l'énergie 25 innocence. C'est pareil avec le prophète Mohammed et l'islam avec l'énergie 1 du créateur. C'est pareil pour le Bouddha et le bouddhisme avec l'énergie 44 de la rencontre. Et c'est pareil, par exemple, pour le confucianisme, Confucius et l'énergie 15, se tenir. Ok? Donc, je ne fais pas de différence. Attention, néanmoins, je ne dis pas que toutes les personnes juives se sont incarnées dans cette énergie 61 authenticité. Ce n'est pas ça que je dis. Juste les personnes que je vais citer. Mais que c'est l'énergie de référence, puisque c'est celle de Moïse, le chef de file, on va dire comme ça. Donc, je vous donne dès à présent ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 61 de l'authenticité. Je vais me débarrasser de ça et après on parlera de Freud. Je commence donc ma liste par les personnes juives qui sont souvent donc emblématiques du judaïsme. Jean-Jacques Goldman. J'ai été fan de Jean-Jacques Goldman quand j'étais jeune, par exemple, avec un groupe d'amis. Simone Veil, c'est celle qui est déjà au Panthéon. Moïse, je viens de le citer. Robert Badinter, c'est peut-être ce qui va arriver au Panthéon. Et il y a aussi Pascal Elbé, qui est un acteur-réalisateur, scénariste. Maintenant, je passe à d'autres personnes qui apparemment ne sont pas juives. Garou, lui, est québécois. Malou Panchèvre est une traductrice et éditrice, Bilight Édition. Et Aurore Rogier, R-O-E-G-I-E-R-S, est une mannequin, comédienne, médium et canal.
Et j'ajoute le cas très particulier du chinois et taoïste Zhuangzi, le maître Zhuangzi, où je ressens que certains passages de ces textes parlent de cette énergie 61 authenticité, mais que c'est improuvable par mes méthodes d'aujourd'hui. Donc voilà, nous voilà à Freud. Sigismund Sigmund. Freud, 1856-1939. J'ai commencé à lire Freud et Jung dès l'adolescence, donc pour moi c'est familier depuis très longtemps. Ils font partie des grands penseurs de l'Europe moderne que j'ai commencé à étudier jeune. Freud et Jung forment un couple énergétique avec les énergies 61 de l'authenticité et 25 de l'innocence, qui est donc le même couple énergétique que Moïse et Jésus, ou le Christ, comme on veut. Donc du judaïsme et du christianisme. C'est important pour démêler tous les nœuds qu'il y a là-dedans. Mais c'est pas moi qui ai à faire, je ne suis pas Roudinesco, c'est pas moi qui écrit l'histoire de la psychanalyse. Ok ? Mais donc je rentre pas dans le discours religieux non plus, ça ne m'intéresse pas. J'ai juste identifié cette réalité énergétique et c'est pourquoi Freud écrit par exemple son dernier livre, L'homme Moïse. C'est parce que c'est la même énergie et il s'identifie à Moïse, c'est normal. Ok, c'est la même énergie. C'est un effet de miroir et d'histoire en même temps. C'est troublant pour lui. Et ça arrive à la fin de sa vie, il en prend conscience. D'accord. Moi, j'ai eu la chance de passer par la Chine et le Yiking qui m'ont fait comprendre d'autres choses plus vite. Donc, pour parler de Freud, c'est très compliqué. Parce qu'il y a de très nombreux pièges, avec la religion en plus. Et il faut avoir lu beaucoup Freud pour faire soi-même le tri. Pour moi, c'est fait. Mais quand on a fait tout le tri, quand on a lu tout ça, on se retrouve qu'avec des psys, des psychos, des psychas, et puis les autres n'ont pas lu tout ça. Donc ça sert à quoi? Et ça n'intéresse pas beaucoup la pensée chinoise, tout ça. On n'a pas besoin de passer par la psychologie et la psychanalyse pour comprendre. Même si ça peut être un apport, il y a l'apport freudien, je nie pas l'apport freudien. Bon, donc j'aborde Freud avec un oui, mais. À chaque fois, c'est oui, mais. D'accord? Freud est quand même un médecin viennois, un neurologue autrichien de langue allemande, fondateur de la psychanalyse, inventeur du divan rouge avant Michel Drucker, et avec un certain génie de l'oreille, orienté vers la sexualité, le désir et les rêves. Voilà. Objectivement, sans faire de conflit, je peux dire ça. Freud a surtout essayé de soigner ses patients atteints de névrose et Jung a surtout essayé de guérir ses patients atteints de psychose. C'est une nuance de taille que je suis obligé de souligner. Freud a essayé de comprendre comment fonctionne l'inconscient, c'est son époque du 18e siècle, 19e siècle, en 1800 quelque chose, et jusqu'à la fin du 19e, oui, afin de donc explorer l'inconscient, parce que le mot est déjà prononcé avant lui, mais lui, il explore aussi. Mais il y a plein de portes qui vont ouvrir à ça, au 19e siècle. Afin de rendre conscient le symptôme et la maladie de la personne, pour la guérir. Donc, c'est explorer l'inconscient pour le remplacer par du conscient. Bon, pour faire cela, il s'est notamment mis à l'écoute des personnes et de leurs rêves afin de déchiffrer le langage symbolique des rêves. Il y a l'interprétation des rêves, qui est un ouvrage qui fait date. Je ne sais plus si c'est 1905, je ne sais plus. Le langage symbolique des rêves est le même, je signale au passage, que celui des poètes, notamment chez Baudelaire et les symbolistes. Et c'est aussi le même langage symbolique avec lequel s'exprime le Yiking. C'est un langage malléable où on peut s'identifier, qui sert à tout dire, et c'est à la fois très souple et ça sert à tout faire. Alors, j'en suis à virer ça de l'écran. Donc oui, le oui à l'interprétation des rêves, et de Jung aussi, parce qu'ils s'entendent là-dessus, ils ont beaucoup échangé. Je ne vais pas sur Freud et Jung la relation, je la connais par cœur. Mais Freud a tort sur l'autisme, il se trompe sur Léonard de Vinci, il est superstitieux sur Shakespeare, et le comble, c'est que le plus célèbre de tous les neurologues, c'est qu'il tombe dans les pommes à chaque fois qu'on le met devant l'existence et l'évidence des fantômes, de la vie au-delà du corps, ce qui me fait rire à chaque fois. Et donc j'ai fait un texte là-dessus. Pas aujourd'hui, mais j'ai publié un texte là-dessus. Alors, j'en suis là.
Il y a une quinzaine d'années, j'ai écrit une biographie hexagrammique de Freud, Jung et Darwin. J'ai passé un an à relire les trois complètement pour écrire un texte et un bouquin là-dessus. C'est devenu autre chose. Donc je vous donne la quintessence de cette expérience avec Freud. Donc Freud a lu quand même tout Darwin avant, hein. Mais bon, je ne vais pas remonter à Darwin maintenant. Avec Freud, effectivement, tout est compliqué. C'est pas moi qui suis compliqué, c'est Freud qui est compliqué à lire et à parler et à exposer. Il est à la fois athée, mais il a il est juif à sa manière. Ok. Il renie pas tout. Il est d'abord scientifique, mais il est viscéralement enraciné dans le judaïsme, au point qu'il y a la thématique d'une science juive qui va l'embêter et qui va courir avec Jung, etc. Mais son athéisme a aussi des limites. Il tombe dans les pommes quand il se trouve devant l'évidence que l'âme survit à la mort du corps. Ah, et lui, il pète les plombs. Ok, plus d'image, il tombe par terre, plus d'image, plus de son, plus rien du tout. C'est le comble du neurologue. Alors, d'ailleurs, le simple fait que je puisse nommer, montrer et démontrer quelle est l'énergie de son incarnation est en elle-même une preuve de la présence du sacré. Ok, pour tous. En 2016, j'ai donc publié un texte qui parle de Freud et son énergie 61 authenticité. Ça, c'est dans le destin du genre humain. Quand on lit l'étude du texte des traits de cette énergie 60 authenticité, au deuxième yang d'en bas, le 9 en 2, le texte raconte une petite histoire. Je vous lis la traduction de la petite histoire. J'ai une autre traduction à proposer, mais c'est trop long ici. Une grue se fait entendre dans l'ombre. Son joli prince lui fait écho, lui répond. J'ai un bien bel anape, une coupe. Toi et moi, renversons-le avec prodigalité. Fin de citation. Cette petite histoire, qui tient en 4 vers, mais qui s'articule en 3 parties surtout, se retrouve exactement dans la correspondance de Freud et de Martha Bernays, au moment où ils ne sont pas encore mariés, au moment où ils sont encore fiancés. Alors, je vais le développer un petit peu pour que ce soit clair et tout. Pour écrire une biographie hexagrammique de Freud, j'ai donc beaucoup lu Freud. J'ai lu les deux biographes, Ernest Jones, Peter Gay, et j'ai moi-même refait tout l'itinéraire de sa chronologie, ainsi que la correspondance de Freud avec sa fiancée Martha Bernays. Donc là, je suis tombé dans les bouquins que le grand public ne lit pas, mais que seuls les psys connaissent. Et encore. Pour bien comprendre Freud et sa psychanalyse, il est nécessaire de reconnaître qu'avant de fonder la psychanalyse avec les rêves et la sexualité au centre de ses observations, analyses, Freud a lui-même réussi sa vie affective, sentimentale, sexuelle, conjugale et parentale. C'est important de lui reconnaître cette joie et cette réussite, et c'est juste après, quand il a fini de réussir tout ça, sa vie de famille, sa vie amoureuse, que le mot psychanalyse arrive en début 1996. Et c'est en 1995 que naît Anna, la dernière de ses 6 enfants, Anna Freud, en 1895. Sur Freud, il existe un document très précieux qui n'aurait pas dû nous parvenir. Quand Freud et Martha étaient fiancés, ils se sont beaucoup écrits de lettres. Freud a voulu que Martha détruise cette correspondance, mais Martha étant plus jeune que lui, Freud est parti avant, elle lui a survécu, et elle n'a pas brûlé cette correspondance. C'est un de leurs fils, Ernest Freud, qui a convaincu sa mère, sa famille et un éditeur de publier cette correspondance des amoureux. Et c'est ça le petit trésor qui nous est parvenu. Freud prononce le mot et le concept de psychanalyse seulement en 1896, c'est-à-dire l'année d'après la naissance d'Anna Freud en 1895, la petite dernière des 6 enfants. Car à ce moment-là, il a réussi sa vie de famille complète et il peut avoir son objectivité intérieure intacte, sa vérité intérieure révélée. Il peut parler des autres, regarder, être à l'écoute. Tout ça, c'est en place. Ça met du temps à se construire un bonhomme ou une bonne femme. Là, pour lui, c'est en place et il est prêt. Donc, quand on lit le gros livre de toutes ces lettres de Sigmund à Martha, ce dont j'ai fait, je l'ai épluché le livre, on retrouve tout ce poème amoureux à travers les lettres.
chaque mot, il trouve sa correspondance. Donc j'ai écrit là-dessus, c'est publié, c'est démontré, c'est montré et démontré. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. On trouve les mêmes mots dans les lettres de Freud que dans le I Ching. Il y a le même discours moyenâgeux, ok, cette distance avec le Moyen-Âge. Il y a la présence d'un prince et d'une princesse, il y a une histoire d'amour, il y a la coupe, le hanap, qui correspond donc à son Donzantur, maître de conférence, il devient maître de conférence. Et puis il y a renversons-la avec prodigalité, qui correspond à la construction joyeuse de cette famille avec 6 enfants, famille juive. Ok. Donc j'ai développé, montré et tout ça dans Le destin du genre humain, publié en 2016. Je conclus par un petit quatrain divinatoire, parce que là c'est plus long que d'habitude. 61, Sigmund Freud, authenticité. Scientifique intérieur, vérité. Joie, vent, juif. Génie de l'oreille et d'analyse. Inventeur du divan de la psychanalyse. Merci et à demain.